Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Voilà, on reprend l'émission consacrée à The Loop avec les auteurs, l'illustrateur et l'éditeur en interview, qui fait bien et j'espère que ça vous plaira. Du coup, il y a eu pas mal de retours entre éditeurs, auteurs au moment où le tout a été signé. Donc voilà, il y a eu ce moment de, on sait qu'on doit le faire ensemble et c'est décidé. Vous signez le contrat à peu près à quelle date, juste pour garder la temporalité en tête? Aucune idée. Alors, je laisse mes collègues répondre. Ouais, non, aucune idée. Moi, je comptais sur Max pour répondre. J'ai demandé à personne, mais personne ne le sait du coup. J'ai cherché, je l'ai pas retrouvé dans mes mails, donc ça a dû se faire. On a dû le faire en physique, et j'ai pas de photo de signature, ce qui m'étonne parce que généralement on fait une petite photo un peu genre on se serre la main, on est des adultes. Donc je sais pas exactement, mais c'est très vite. Moi, je suis assez relou sur les contrats. J'ai envie de les avoir assez vite pour sceller un peu le truc et pour toucher un peu d'argent d'avance. Et donc je pense que dès que vous nous dites genre ah c'est cool, on est chaud, je suis genre ouais bah c'est quoi vos conditions, c'est quoi le contrat, allez-y quoi. Donc ça doit pas durer très longtemps, je sais pas si on le signe en 2018 ou en 2019, mais peut-être. Après c'est peut-être Max qui avait une autre position que la tienne là-dessus et c'est vrai, qui était un peu moins pressé. Mais c'est vrai aussi que c'est dur de trouver une date parce que c'est des discussions, un contrat aussi. Donc du coup c'est pas du jour au lendemain qu'on te présente un bout de papier et que tu le signes. Il y a déjà nous la volonté de Théo et moi d'avoir un contrat pour formaliser les choses. Après eux ils doivent le rédiger, ils doivent nous le présenter, on échange pas mal. Et c'est vrai que moi à l'époque il y avait un autre jeu qui intéressait Ketchup, et Ketchup voulait pas faire deux jeux du même auteur, enfin avoir dans les tiroirs deux jeux du même auteur, et donc il y a eu des longues conversations sur ce point-là pour savoir si moi ça me dérangeait pas, comment eux ils se positionnaient par rapport à ça, sur quel projet on mettait la priorité, etc. Seb, juste pour revenir sur cette condition, je la mets entre parenthèses, enfin entre guillemets, vous le voyez pas, mais pas deux jeux du même auteur, c'est une condition qui est due à quoi et dans quel sens? C'est là, ça donne l'impression que vous ne signerez jamais un deuxième auteur si vous l'avez vu, mais j'imagine que c'est juste pas avoir deux jeux qui s'enchaînent. Non, oui, c'est quelque chose dont on rigole parce qu'il y avait eu des discussions entre Théo et Clem un peu formelles là-dessus entre guillemets. Enfin, Clem, je pense, avait exprimé ça de manière un peu formelle. Je pense que ce qu'il voulait dire là-dedans, c'est qu'effectivement on voulait faire attention à pas commencer à empiler des projets et à dire à tout le monde oui ça va être super et machin, et puis forcément que nous dans notre calendrier on a peu de slots, enfin on peut sortir peu de jeux parce qu'on n'a pas une capacité, enfin à deux personnes on n'a pas une capacité pour rentrer dans des process où on va sortir plein de jeux parce qu'on n'aurait pas le temps de travailler dessus correctement. Et donc c'est surtout d'éviter de commencer à rentrer dans ces chaînes de on a trouvé un projet plus excitant et on va faire passer l'autre derrière. Et c'est un truc un peu... À la fois, c'est dur à éviter, mais en même temps, on voudrait éviter. Mais c'est pas évident de gérer le flux de projets par rapport au potentiel, de laisser passer un projet qui paraît avoir un énorme potentiel parce que on a déjà des projets. Donc c'est vraiment une problématique, nous, à notre échelle, en tout cas, par rapport au nombre de projets qu'on est capable de gérer sur une année qui est très présente pour nous. Et effectivement, au-delà de ça, sortir, ce serait embêtant en termes de calendrier pour nous si on sort que deux jeux dans l'année, de sortir deux jeux du même auteur en termes de l'un après l'autre à la suite. Ça peut faire un peu bizarre. Ce serait comme sortir plusieurs jeux sur l'Égypte, ça n'aurait aucun sens. Pardon, c'était une private joke. D'accord, oui, j'ai senti venir le truc. Elle est pas très private, vous avez sorti deux jeux sur l'Égypte coup sur coup, c'est tout. ça se voit facilement. Et on va en sortir un l'année prochaine. C'est vrai? Ouais. Ah les gars. Les révélations sont faites. Du coup, le jeu s'appelle Révélation, ce serait trop fort. Mais ce serait incroyable. À un moment dans les cahiers d'auteurs qui sont normalement disponibles sur le net au moment où vous écoutez cette émission, vous parlez de coop classique qui peut être une source d'interrogation sur le jeu. De quoi on parle? Enfin, c'est quoi que vous entendez par un coop classique, et de fait, qu'est-ce qui n'est pas un coop classique pour vous en fait? Je crois que c'est moi qui ai introduit le thème.
le terme de coop classique, qui est pas forcément effectivement le meilleur mot, mais c'était plus l'idée de se dire que aujourd'hui sur des jeux avec une expérience de jeu type The Loop, ce qu'on retrouve principalement c'est des jeux Legacy, type Pandemic Legacy saison 0, 1 ou 2, ou des jeux narratifs qui du moins vont amener un côté un peu campagne, il se passe des choses, mais c'est rare maintenant, j'ai l'impression, de voir des jeux coopératifs à la Ghost Stories, qui est mon exemple préf parce que c'est un de mes jeux préférés de tous les temps, où on a un mode de jeu, on a plusieurs modes de difficulté, mais la finalité c'est de se dire j'ai battu le jeu, j'ai réussi à gagner, puis je rejoue et c'est le même jeu, mais je reprends du plaisir, qui marche pour moi, hein, c'est un truc sur lequel je peux y aller, mais le marché a tendance à chercher la rejouabilité dans un certain renouvellement maintenant. J'ai fini ma partie de Ghost Stories, il faut que je sois certain que le méchant de la partie d'après ce soit pas le même. Voir de la manière dont j'ai gagné cette première partie, ça impacte ma deuxième partie, ou ce genre de choses. Et à un moment, je crois que c'est toi, Sébastien, qui introduit un peu le truc en disant « Ok, là, le jeu, il est cool, comment est-ce qu'on fait pour qu'il ait suffisamment de points forts pour que son pitch, qui n'est pas une petite brioche fourrée, puisse amener le regard de tout un peu à observer le jeu en se disant « Cool, j'ai envie d'y jouer et d'y rejouer plein de fois parce qu'il y a quelque chose en plus. » Je sais pas si je suis ultra clair. Si, moi je vois. Mais du coup, est-ce qu'il y a eu des modifications par rapport à ça? Seb, comment toi t'as perçu le truc? Oui, on a travaillé dans ce sens-là. On a même envisagé à un moment donné d'avoir des enveloppes à débloquer. Je me rappelle qu'on a un peu travaillé dans ce sens-là, en voyant que ça allait poser des problèmes par rapport à ce qu'on voulait, parce que d'un côté, on voulait pas proposer entre guillemets un coop à l'ancienne, comme par exemple un Pandémie de base ou un truc comme ça, comme ce que vient de décrire Théo. Mais en même temps, ça nous semblait important, nous, de garder une proposition qui aille dans le sens de dire aux gens c'est pas non plus un legacy, c'est pas un jeu que vous avez besoin de rejouer, de jouer en groupe et de suivre une trame de A à Z avec un même groupe de jeux pour vous y intéresser, parce qu'on pensait aussi que c'était un peu casse-gueule comme créneau de s'engager là-dessus, et donc on a eu beaucoup de réflexions là-dessus sur qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on ne pouvait ou ne devait pas faire pour faire ça. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, on s'est un peu réorienté sur le fait de proposer des modes de jeu, de proposer ces modes de difficulté et d'avoir les achievements dans la boîte. Vous pouvez copier mon accent anglais dans toutes les écoles. Justement, je vais revenir sur toi, Simon, sur le côté design et le côté mécanique de jeu. Est-ce que déjà, quand est-ce que toi tu as pu tester le jeu, le proto, je veux dire, pour parler correctement, et qu'est-ce qu'il t'a évoqué en termes de mécanique et comment ça a pu modifier ton design ou t'inspirer sur ce que tu avais à proposer? Déjà, je pense que moi j'ai testé le proto. J'étais en train de faire des essais en fait pour Catch Up, et je pense vraiment que ça a été déterminant dans le fameux croquis à tête de sablier, parce que en fait j'étais passager sur la croisière du Capitaine Meeple. Donc là on est en mars, juste après que Seb et Clément m'aient parlé du jeu, qui m'aient proposé de bosser dessus, mais avant de me choisir. Donc là on était en mars 2019, si je dis pas de bêtises, et par hasard il se trouve que un monsieur qui s'appelle Théo Rivière est également sur la croisière. Incroyable. C'est complètement fou, et j'avais jamais rencontré ce garçon, et je vais le voir, et il est très sympa, on discute 5 minutes, et puis je lui dis écoute, c'est marrant parce que je suis en train de faire des essais pour un de tes jeux, voilà, et je lui dis si jamais t'as le proto sur toi, moi ça m'intéresserait carrément d'y jouer si jamais t'as 5 minutes. Théo Rivière qui est jovial et chaleureux comme on le connaît, tout de suite il est partant, il dit allez on se pose un moment et puis on essaye ça. On a testé à l'époque ce qui était une version encore freeze chronologique, avec une figurine du Dr Foo qui se déplace dans le temps, sur qui il faut taper, une machine qui est pas du tout comme aujourd'hui. Et donc voilà, c'est la première fois où j'ai joué au jeu, et je me suis rendu compte que le jeu il était méga dur en fait.
mais pas moins satisfaisant pour autant. C'était trop bien, super expérience. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, les premiers essais que j'ai faits, j'avais fait des bonhommes qui, je sais pas, c'était des espèces de savants fous, mais qui avaient un petit côté un peu marrant, parce que moi, quand je dessine, ça a toujours un côté un peu marrant, parce que je suis comme ça. Mais je me suis dit, en fait, le docteur, il est vraiment redoutable. Donc, il faut vraiment que je fasse transparaître ça dans le dessin. Donc voilà. Donc après la croisière, j'ai continué à faire mes essais pour Seb, et donc j'ai fait ce crotty où là, il a vraiment une tête pas du tout avenante, et en plus avec un petit symbolisme de la tête en forme de sablier. Donc ça a été déterminant pour que je fasse partie de l'aventure, je pense. Dans les retours que tu avais sur une fois que tout est signé et que tu fais partie du projet, est-ce que toi, il y a eu des moments, je vais dire à double sens, où on te donne une mécanique de jeu et un truc, et ça te permet de débloquer un peu une créativité et de dire ah putain, du coup ce serait cool d'avoir ce type de personnage là, et à contrario, est-ce que du coup tu as pu envoyer des trucs qui ont pu développer en fait un thème ou une mécanique ou une façon de jouer ou des idées de création de cartes dans l'autre sens? Bah, je pense pour la création des personnages, des personnages qu'on incarne dans le jeu, je pense que j'avais des petits briefs où il y avait un nom plus ou moins provisoire du personnage, et puis son pouvoir, peut-être des cartes de départ, je sais plus si je les avais à ce moment-là. Mais voilà, j'avais une base à partir de laquelle je pouvais balancer un crayonné plus ou moins précis du personnage, et si je dis pas de bêtises, si je me rappelle bien, je pense que après coup, ça s'est fait un petit peu en parallèle, qu'ensuite Max et Théo et Seb, en voyant le design du personnage, disaient bah tiens, une de ses cartes de départ, ça pourrait être ses bottes, parce qu'il a des bottes cool, ou un flingue, ou alors son espèce de crête qu'il a sur la tête, ou des choses comme ça. Donc ça s'est fait un petit peu en parallèle, parce que avec leur retour, bah moi éventuellement je précisais des choses dans le design du personnage, et ensuite ça donnait lieu aux objets de départ des persos. Donc je pense que ça, sur les personnages, c'est un bon exemple de ce travail qui a été fait un peu en parallèle. Je me rappelle qu'on l'a fait comme ça, c'est-à-dire que on avait couché des références sur les persos, au niveau des archétypes. On avait mais des références un peu obvious. Simon parlait tout à l'heure de son goût pour essayer de digérer les influences, et donc je pense qu'on projetait tous des choses et tout ça, et du coup, quand il est venu avec ses propositions de perso, je me rappelle très bien, typiquement à la découverte par exemple de l'alien Suizek, mais j'étais vraiment dérouté, et c'était difficile pour moi. En fait t'as vraiment un style et des propositions qui me font sortir un peu à la première réaction de ma zone de confort, en fait, de me dire bah je sais pas si j'aime, je sais pas si pour moi c'était tellement pas juste dessiner quelque chose faire une référence basique à quelque chose qui existe par rapport au rêve qu'on lui a proposé, que c'était assez difficile de se positionner même. Mais du coup, effectivement, après, on a itéré dans l'autre sens sur les cartes, en se disant bah tiens, il y a ce perso, alors est-ce qu'il a suffisamment d'attributs, il faut voir pour en faire d'autres. Peut-être que je t'ai demandé sur certains d'en rajouter, mais du coup on a calqué en fait les trucs. Et tiens, il a fait un alien en slip, ben on va lui faire un de ses objets, ça va être le super slip. Il a des trucs bizarres sur ses yeux, bah on va faire des neuroconnecteurs et tout ça, et on est parti un peu là-dedans, en fait, d'adapter à l'inverse les objets du deck de départ des persos à ce que Simon avait un peu naturellement proposé, quoi. C'est génial comme perspective, parce que c'est à double sens, et c'est en termes de créativité, c'est un noyau assez fondamental et fou d'avoir effectivement ce côté. Ok, on balance des idées de pitch, putain, on a les dessins qui reviennent, ah putain, ça me donne des idées de création de jeux qui vont avec. Enfin, l'idée est assez folle, et je comprends du coup ce que vous disiez en disant que c'est mieux d'avoir la création qui vient, enfin le proto qui vient aussi avec, qui est signé et qui vient avec l'illustrateur, parce que c'est vraiment agréable d'avoir cet échange de flux en permanence, et de pouvoir créer un truc qui est complètement
mieux finalement, qui ressort mieux et grandit. Je trouve ça assez fou. J'ai 2 anecdotes un peu rigolotes qui vous connectent, alors c'est assez marrant. La première, c'est Simon, tu disais que la partie à la croisière, elle était vraiment dure et vous étiez effectivement bien fait défoncer. Je suis absolument certain, on parlait avec Max du fait que les idées, ça vole, etc. C'est un peu compliqué. Je suis vraiment certain qu'à la fin de cette partie-là, je me suis dit, ok, il faut que le plateau, ça soit une boucle, parce que là, c'était trop dur, c'était trop frustrant d'être bloqué au bout d'une époque. Ok, et dans ma cabine, genre de la croisière, j'ai dessiné, et j'ai une photo vraiment dégueu de juste, il y a les époques, et c'est un cercle, quoi, c'est vraiment une photo crado, mais d'avoir envoyé ça à Max, genre, ok, j'ai réfléchi, en fait, faut que ça soit une boucle, c'est sûr, là, c'est bon, ils ont perdu à la croisière, ils ont pas dû s'amuser, c'était trop dur, faut que ça boucle. Et la deuxième anecdote qui est graphique aussi, et qui est sur de l'influence graphique, elle ne relie pas les invités de 6388, mais directement toi, Zef, puisque à un moment, vous avez testé le jeu à Cannes avec le Défaussé, avec Alex, et vous avez fait une très chouette émission. C'est comme ça qu'on s'est un peu rencontrés d'ailleurs. Je vous avais envoyé un message d'ailleurs pour vous remercier parce que vous étiez super enthousiaste et tu parlais des références un peu à Cartoon Network, au Super Nana, à tous ces trucs-là. Et à ce moment-là, on n'avait que 4 persos dans la boîte, et quand on a commencé à bosser sur V-Girl, qui est le 5e perso, on s'est dit, ah bah tiens, il y a le mec du Défaussé à l'époque, qui a dit, ah j'aime bien les Super Nana et tout, il a raison, ça pourrait être une belle ref, vas-y, on essaye de mettre une ref au Super Nana, parce que, 1, s'il le remarque, ça lui fera un peu plaisir, et 2, en fait, il a raison, ça peut être cool d'appuyer un peu un truc, quoi. Donc V-Girl a son design graphique grâce au Défaussé. Enfin, bah écoute, c'est déjà 2 choses. 1, je me souviens très bien d'avoir reçu ton message. Alors, 3 choses. Je vais revenir même avant ça. Je me souviens très bien d'avoir joué au jeu lors de la présentation et c'était un très beau moment. Je me souviens qu'on était super excités avec Alex parce qu'on avait vraiment kiffé. Et pourtant, c'était un test qu'on n'avait pas pu finir parce qu'on était faute de temps. C'était ultra frustrant. Je me souviens d'être sur le quai de Cannes et de repartir et de recevoir ton MP et de montrer ça à Alex. Et on est tous les deux comme des gosses en disant oh, putain, mais il nous écrit, c'est ouf. Et on était vraiment fous. Et effectivement, je me souviens que tu m'avais envoyé quand on parlait de 6388, le design de V-Girl, et j'étais complètement fou parce que je suis un très gros fan des Super Nana. Et du coup, ça m'avait vraiment touché et très excité de me dire putain, je vais pouvoir jouer avec un perso. Voilà, bon, c'est pour mon anecdote perso. Mais merci parce que du coup, Simon, ça me touche vachement parce que j'ai vraiment kiffé ma race, pour le dire poétiquement. Avoir un petit design comme ça, c'était vraiment trop cool. Trop bien. Du coup, on va passer un peu à la suite. Dans vos cahiers d'auteur, vous parlez plusieurs fois du côté retour du distributeur sur le jeu en lui-même, c'est-à-dire sur le proto et sur ce que ça pourrait donner et qu'est-ce que ça. Et en fait, on a l'impression que le distributeur a aussi son mot à dire sur ce que va donner le jeu au final. Et en fait, en parlant un petit peu en off, je me rends compte même qu'il y a le côté national et international qui peut jouer. Seb, tu peux nous guider un peu là-dessus pour me dire à quel moment le distributeur il a son mot à dire, et surtout, est-ce que c'est courant et quel type de retour il vous fait en fait? Alors, je sais pas dans quelle mesure c'est généralisé. Je sais que nous, dans notre relation avec BlackRock, qui est notre distributeur, à la fois pour le national et leur cellule export s'occupe de nos jeux à l'international, on essaye d'être dans un rapport le plus étroit possible, parce que le but à l'arrivée, c'est quand même pour rentabiliser les projets, c'est que pour tout le monde, c'est d'arriver à travailler dans un sens qui fait que le jeu trouve des débouchés, à la fois qui fonctionne sur le marché français et qui fonctionne sur les autres marchés. Et donc on essaye à chaque fois qu'on peut les croiser sur les gros salons, ou si on peut aller les voir directement 1 ou 2 fois dans l'année, de présenter nos projets en cours de développement pour qu'ils puissent avoir un œil dessus, et aussi nous faire part potentiellement de points d'attention, qu'on puisse aussi imaginer ensemble comment on peut marketer l'objet en tant que produit, donc de se dire quel format de boîte, quel type de prix par rapport à l'expérience de jeu, comment ça peut se passer, les choix qu'on fait au niveau des illustrations. Alors après, c'est rarement un process qui se fait dans un sens où le distributeur valide tout.
la plupart du temps, de toute façon, quand on veut se lancer sur un projet, on n'a pas forcément le temps d'attendre que le distributeur nous dise OK, on y croit à fond. Donc il y a forcément notre conviction aussi à un moment donné de dire nous ça on y croit, on va le signer et on pense que le distributeur nous suivra. Après peut-être que ça pourrait, ça nous est pas encore trop arrivé, mais ça pourrait arriver que le distributeur n'y croit pas du tout et qu'on se retrouve à vraiment peut-être faire marche arrière, je sais pas, mais en tout cas forcément ça pèserait dans notre réflexion sur le projet, de se dire bah là dès le départ on part à l'encontre de ce que penserait notre distributeur. Mais ça peut faire partie aussi du boulot d'éditeur de pouvoir avoir une vision et d'essayer de la défendre. Après c'est aussi notre rôle, mais d'une manière générale, que ce soit distributeur, que ce soit d'autres retours extérieurs qu'on peut avoir pendant le développement, on a tendance à penser que tout ce qui est des critiques qu'on peut avoir ou en tout cas des trucs qui nous challenge au moment pendant le développement, c'est des choses qui à minima ne peuvent qu'aider en fait, de se dire peut-être que des gens voient un problème quelque part et nous on va beaucoup y réfléchir, on va se dire non, on pense que ça n'en est pas tant, ou voilà, mais au moins ça force le fait d'être challengé sur les différents aspects du projet. Ça nous force à se poser les questions et à valider un certain nombre de choses pour avancer. Là, tu te souviens concrètement de ce qui avait été soulevé sur The Loop de la part de BlackRock là-dessus? Sur le développement, il y a différentes choses. Ce qui est un peu frustrant dans ce genre de rapport, mais je pense qu'il est un peu inévitable, c'est que nous, on développe un projet, on est le nez dedans, et quand on a envie de présenter ce sur quoi on est en train de travailler, mais on sait qu'il y a du chemin encore à parcourir, on sait qu'est-ce qu'on a prévu de faire, on sait dans quel ordre on veut faire les choses, c'est-à-dire que typiquement on peut présenter des choses qui sont à des niveaux d'équilibrage qui sont pas forcément évidents, et là typiquement sur un jeu coopératif, c'est quelque chose qui est très important sur le ressenti des gens, auquel on peut pas forcément demander de se projeter autant que nous. Quand je dis nous, c'est l'équipe créative, donc les auteurs et nous, sur qu'est-ce que ça va devenir quand on aura mis le bon niveau de mise en tension, trouvé le bon niveau de mise en tension du jeu. Et du coup, parfois, c'est un peu frustrant, c'est qu'on va montrer le projet avec certes certains problèmes, mais il y a aussi des choses de ressenti sur le potentiel, par exemple, du jeu qui pourront avoir du mal à se détacher du niveau de réglage actuel du jeu, en fait. Ça, et sur un coop, c'est particulièrement sensible parce que comme c'est le jeu qui nous met la barre d'intérêt, en fait, si c'est trop facile, à cet instant T, on va vivre une expérience qui n'est pas suffisamment tendue pour être complètement à fond dedans. Et si le jeu est à l'inverse, si le jeu nous roule dessus et est trop difficile, on a l'impression qu'on peut rien faire, et voilà, et c'est pas forcément évident de se détacher. Mais j'ai peut-être un peu trop digressé. Non, c'était intéressant, c'est pour ça que je t'ai pas arrêté. Mais du coup, là-dessus, BlackRock t'a fait des retours sur le coop lui-même en disant ok, attention, c'est quand même un format qui est délicat ou qui est mal vu ou qui est vraiment moins bien ou. Pas du tout sur le fait que ce soit un coop, parce que typiquement le fait que ce soit un coop, pour eux, alors eux forcément ils ont une logique de catalogue, mais eux, pour eux, c'était plutôt quelque chose de positif, un coop un peu expert. Pour eux, c'était quelque chose pour lequel il y avait de la place, entre guillemets, dans leur catalogue, c'est-à-dire qui n'est pas trop embouteillé de références, et pour lequel ils pensaient pouvoir trouver des débouchés. Bon, Et du coup, les retours que eux t'ont fait sur The Loop spécifiquement, tu en as en tête? On a eu pas mal de trucs que ça pouvait être un peu trop complexe pour ce que c'était. Après, on est passé aussi par des versions, effectivement, où il y avait des choix à ce tour.
tour qui était plus vaste que ça parce qu'on pouvait utiliser des cartes pour soit pour leur effet, soit pour se déplacer. Donc ça faisait un peu exploser les potentialités. Typiquement, c'est quelque chose effectivement c'est un jeu qui a toujours flirté là-dessus avec beaucoup de choses possibles à son tour et du coup on a beaucoup travaillé ensemble sur trouver vraiment la bonne formule pour que ce soit suffisamment fluide, que ce soit au bon niveau de complexité par rapport à ce qu'on peut faire dans le jeu, puisqu'on peut faire des combos quand même assez violentes. Donc le jeu a toujours été un peu sur un fil là-dessus entre ses forces et les potentielles faiblesses qui pourraient venir avec. Et donc typiquement c'est un jeu sur lequel tout au long du développement on a rarement nous été à un moment où BlackRock était comme des dingues sur le truc et on a toujours eu une espèce d'écart entre ce que nous on projetait sur ce projet et ce qu'on arrivait à avoir dans le regard de nos interlocuteurs mais aussi parce que eux forcément, on peut pas leur demander autre chose. Ils voyaient le truc à l'instant T et qu'effectivement, et je sais pas comment. C'est intéressant de voir comment Max et Théo là-dessus ils l'ont vécu. Moi, c'est vraiment un projet que j'ai vécu comme un projet compliqué en termes de développement, pas plus compliqué forcément que d'autres, mais parce que le jeu est plus gamer, plus exigeant sur un certain nombre de paramètres, c'était un travail plus difficile que certains. Vraiment, je l'ai vu comme un projet qui s'emboîte un peu naturellement sur la fin du développement. Tout un tas de choses, tout un tas de paramètres et de facteurs qui s'alignent. Voilà, je sais pas ce que ça va donner en termes de résultats commerciaux, même si le démarrage est bon pour le jeu en France en tout cas, mais en tout cas sur le côté sur ce que renvoie le jeu quand on y jouait sur la fin du développement, il y a vraiment quelque chose qui à la fois matériellement et dans les sensations qui était vraiment très très agréable en fait, mais un peu mystique sur certains aspects. Max, t'as la même sensation sur la fin de développement qui intervient quand par ailleurs pour vous en termes de date, cette sensation de fin de développement et dire ok là on est au bout, il y a que le fignolage à faire, ça arrive. Ça arrive plusieurs fois et jamais. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments où on se dit bah là c'est bon, on est bon, on a tout fait, on a tout fini et tout. Et puis il s'avère qu'on rejoue, que Ketchup surtout rejoue et pointe du doigt des choses qui font que en termes de sensations, de complexité ou autre, on remet le nez dedans et on recommence. Et du coup dans un développement il n'y a jamais la sensation de c'est fini aussi. Enfin si, là il y a quand même eu un moment donné où on sentait que toutes les nouvelles idées, toutes les nouvelles choses qu'on voulait modifier n'étaient plus pertinentes comme ce qu'on soulevait depuis le début. Il y a vraiment un peu ce moment où on continue à remettre en question des choses, on continue à proposer des solutions et on voit que tout ce qu'on fait là, c'est moins bien qu'avant. Ce qui n'était pas le cas sur toutes les autres versions pendant un an. Et là, on se dit, ok, le jeu, il est terminé. Après, il y a une particularité qui est liée à l'aspect coop. C'est que sur un coopératif, il faut à un moment donné statuer du niveau de difficulté. Il ne faut pas que le jeu soit trop facile parce qu'il n'y a pas de défi. Il ne faut pas que le jeu soit impossible parce que les gens ne vont pas avoir envie de relever le défi s'ils le pensent impossible. Mais il faut vraiment trouver cette bonne jauge. Et le problème, c'est que on s'adresse dans tous les cas à plein de joueurs différents, avec des styles de jeu différents, qui ont un bagage de joueurs différents et qui vont pas jouer de la même façon. Donc c'est hyper difficile de mettre ce point-là d'entrée et de savoir quel est le dosage. Et là, à la fin, et notamment les retours avec BlackRock ou les retours avec tous les testeurs qui ont pu jouer à la fin du jeu, ils sont vachement importants et ils remettent en cause à chaque fois un petit équilibrage qui est hyper fin, mais qu'il faut retravailler. Et là, c'est presque infini. C'est où t'as la même sensation de fin pour toi, pour cette sensation de dire, à un moment, tu sais que t'arrives sur la fin, mais t'as l'impression que ça se termine jamais. Je me souviens que dans 63-88, t'as eu un moment de dire... c'était dur parce que t'avais l'impression que ça finissait jamais, les mails de retour il faudrait modifier ça, on pense que. Ouais, notamment, je rejoins Max sur ça a été plusieurs fois fini, ce qui était un truc un peu bizarre, mais effectivement, plusieurs fois on a eu ce sentiment de se dire ok, là on est au bout, il reste à affiner et à fine-tuner, comme on dit, à régler les petits détails d'équilibrage, etc. Mais
sur les mécaniques globales, je pense que ça va plus trop bouger. Et à chaque fois, catch-up, dont au moins une fois suite à un retour de BlackRock, Seb et Clément sont revenus vers nous en mode bah les gars, en fait, non, il y a encore des choses à changer, voilà ce qui a pas plu, voilà ce qui a plu. Allez, c'est parti, on s'y remet, quoi. Et il y avait vraiment ce côté de ah oui, vous avez raison, en fait, c'est pas fini, on peut faire mieux, ok, ben on s'y remet. Et c'est arrivé, au moins 3 fois, je pense, ce moment où, notamment après des sessions de boulot, on a fait plusieurs sessions, après on a refait à 2 avec Max, on a fait quelques sessions à Lyon tous ensemble. Enfin, on a fait une session à Lyon, une session à Nancy, si je dis pas de bêtises. Et à la fin de ces 2 sessions, on était genre parfait, c'est fini, on est convaincus, c'est génial, on va pouvoir illustrer tout ça, et puis c'est parti, c'est dans les boutiques dans 6 mois. Et en fait, non. Et c'était à chaque fois une bonne chose qu'en fait, non, parce que ça a amélioré sensiblement le jeu. Mais ça a amené ce côté de, en fait, ça trouver le moment où c'est fini, c'est vraiment très très délicat. Et plus pragmatiquement, on a fini pas longtemps avant d'envoyer à l'impression, et donc il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Ça a été assez... on a continué de mettre les pattes, notamment parce que les modes de jeu, on a voulu les affiner jusqu'au moindre petit détail. Donc on a mis les mains dans la pâte jusqu'à, je sais pas exactement quand est-ce que c'est parti en prod, mais moi ça a été le jeu auquel j'ai joué tous les jours pendant le premier confinement, de manière certaine. Simon, toi, t'as eu la même sensation niveau design, ce côté on t'en redemande encore, il y a encore des retours à faire plus que nécessaire, ou cette sensation de jamais finir, aussi pour toi le côté illustration, côté boîte et ainsi de suite? Non, je dirais pas que j'ai eu cette impression-là. Le début a été long à démarrer parce que forcément on partait de zéro, il y avait tout à créer. On a commencé par le plateau qui posait déjà beaucoup de problèmes au niveau de l'ergonomie, et puis la machine n'était pas tout à fait définie. Moi, j'avais pas tout de suite toutes les infos sur comment ça marchait, les tuiles qui se posaient autour, c'est peut-être arrivé un petit peu après, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, ça s'est vraiment construit un petit peu au fur et à mesure, mais j'ai pas eu la moindre sensation de lassitude, parce que c'était un projet vraiment drôle sur lequel bosser. Et puis j'avais une relation de boulot qui se passait super bien, donc voilà, c'était très très agréable. Et même quand il y avait des choses à faire jusqu'à la fin, après c'était moi qui disais à Seb ça te dit on en rajoute parce que on est fou, et à la base on n'avait pas prévu de décorer l'intérieur de la boîte par exemple. J'allais poser la question, comment est venue cette idée, et comment ça a été sorti en fait? Je sais plus exactement, mais je crois que déjà pour pas vraiment l'intérieur de la boîte, mais les tranches de la boîte. Moi j'ai dit à Seb, tiens, ça te dit, on met la tête des auteurs, comme parfois ça se fait sur certains jeux, et je les redessine en fait, histoire de leur faire un petit clin d'œil sympa, ça leur fera la surprise, et puis ils seront contents, j'espère. Et voilà, et Seb il m'a dit oui, carrément, et puis on te met toi aussi. Je dis bon d'accord, et puis du coup j'ai mis aussi Seb et Clément, et du coup manque nos chats quand même. Oui, mais on fera une édition spéciale avec tous les personnages refaits en chat un jour pour le 10e anniversaire. Et après, j'ai débordé. J'ai dit à Seb, viens, on décore aussi l'intérieur de la boîte, parce que moi je trouve que souvent les intérieurs de boîte, quand il n'y a pas de thermoformage, ce qui n'est pas grave, parfois c'est un petit peu tristoun qu'il y a juste une couleur unie partout à l'intérieur, et ça ne fait pas plus rentrer que ça dans l'histoire du jeu. Donc j'ai dit tiens, à l'époque on était sur la fin, on était en train de rédiger les règles avec vraiment cet univers que Seb il développait en mode c'est l'agence, c'est une corporation, il y a l'employé du mois, machin. Donc j'ai dit on va faire des petits tableaux avec l'employé du mois, et comme ça on remet un peu les personnages, vraiment pour continuer toujours à développer l'univers. Et puis après, j'ai dit tiens, on va mettre un slip en gros au fond de la boîte. Et puis après est arrivée l'idée des achievements. Et voilà. Et puis c'est, en fait, je pense que tous on s'est beaucoup amusé sur ce projet, et on en avait pas marre d'en rajouter des caisses et des caisses, parce que ça allait dans le sens du ton du jeu. Et au bout d'un moment, il fallait bien finir quand même. Mais on s'est beaucoup amusé, et si on trouvait des conneries à rajouter, on les rajoutait avec plaisir. Au niveau éditeur, et là c'est la dernière grosse partie sur laquelle je voulais qu'on s'attarde un tout petit peu, comment c'est
prendre un risque éditeur sur un type de jeu comme ça. Enfin, c'est quand même un jeu qui sort un peu du lot de ce que vous faites chez Catch-Up en termes de jeu un peu expert, qui est un peu poussif, qui est punitif parce qu'en plus jeu coop, tout ça. Comment tu l'as anticipé en fait toi Seb, et comment ça se décide en fait ce genre de truc? C'est ok, on n'avait pas du tout ça dans le catalogue, donc ok, on peut le faire, ou est-ce que c'est quand même un peu délicat? Ça nous a pas forcément semblé qui sortait de notre ligne éditoriale. Hormis le fait que ce soit effectivement un jeu plus déjanté, plus second degré en termes d'esprit que la plupart des jeux qu'on a fait jusqu'ici, mais on le voyait quand même comme un expert moderne, léger, c'est-à-dire qui reste sur une durée de jeu assez contrainte. C'est quelque chose qu'on a tendance à bien aimer. Ouais, typiquement en termes de complexité, nous on le voyait pas forcément beaucoup au-dessus d'un Paper Tales, qui pour nous est un jeu expert, même si effectivement ça à nouveau c'est un jeu court, c'est assez ramassé, mais dans cette catégorie de jeux de cartes, voilà. Non, je sais pas, j'ai pas vraiment l'impression qu'on l'a pris comme un risque. Peut-être au fur et à mesure, effectivement, le fait de se dire partir sur une DA un peu hors des sentiers battus, entre guillemets, ça veut tout et rien dire, mais je pense quand même que Simon a vraiment un style d'illustration qui est pas le plus caractéristique du milieu du jeu, en tout cas. Partir là-dessus, effectivement, ça peut être un risque, mais encore sur des jeux un peu plus experts comme ça. Enfin, plus le jeu est expert, plus on peut probablement se permettre, et plus ça peut parler aux gens qui sont la cible de ce type de jeu, qu'on ait pu faire un choix un peu tranché en termes d'illustration. Est-ce qu'il y aura des add-ons? Est-ce qu'il y a de futures sorties pour The Loop déjà prévues, ou il y a un truc qui est déjà en pensée quelque part? Moi, je peux rien dire, c'est l'éditeur qui contrôle la communication. Ah merde, je vais adresser à la mauvaise personne volontairement. Alors, en tout cas, nous, ce qu'on peut dire qu'on contrôle de la communication, c'est que le système de jeu de The Loop, il est assez ouvert, dans le sens où cette idée d'avoir différentes missions, différents scénarios, nous laisse la possibilité d'en réfléchir à d'autres. Comme le fait, c'est un jeu de cartes, donc on sait rajouter des cartes dans un jeu de cartes, c'est aussi quelque chose qui est possible. Et l'envie pour Max comme pour moi, elle est là de faire des choses en plus, quoi. Je loue votre professionnalisme. mais oui, pour nous aussi, clairement, l'idée c'est que si le succès est suffisant pour le permettre, on a envie d'étendre cet univers, parce que clairement, on voit encore plein de choses qu'on pourrait faire dessus. Et moi, en tout cas, j'ai qu'une envie, c'est qu'on puisse travailler sur des extensions à ce jeu, parce que c'est vraiment en termes d'imagination, c'est un univers qui est vraiment parlant, qui est assez ouvert, qui est bref, comme disait Théo, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on peut avoir envie de travailler à développer ce jeu, clairement. On fera pas de roll and write. Pardon. Et si ton éditeur décide qu'il faut faire un roll and write, et mon petit, tu vas travailler, tu vois. On n'a pas beaucoup des roll and write coop en plus, il y a peut-être un truc à faire. Il y a un truc à faire, clairement. Écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose, une envie à rajouter, ou quelque chose qu'on n'aurait pas discuté, que vous avez envie de mettre en avant, ou pas du tout, Max? Non. Je pense qu'on a bien fait le tour. C'était hyper intéressant. Seb? Quoi dire, à part que c'était vraiment un projet très fluide dans la façon de travailler avec tout le monde, et vraiment d'une manière très, très rapprochée, et ça peut dépendre après des personnalités, mais pour moi, de mon point de vue, ça a été quelque chose de très fluide et très agréable de voir qu'on arrive souvent à tomber d'accord sur qu'est-ce qu'il faut faire pour le jeu, ou même si on trouvait pas toujours immédiatement la bonne solution, parce que c'est quand même un peu l'école de la patience, le développement de jeu, mais il y a quand même une facilité de tout le monde, j'ai l'impression, en tout cas Max, Théo et Simon, de mettre l'ego de côté pour dire si on fait un retour sur tel ou tel aspect, en se disant on se pose des questions là-dessus, ou voilà, et c'est très agréable d'avoir
en face des gens qui disent ok, on préférerait qu'on nous dise direct que c'est génial, mais on entend et on voit ce dont il est question. C'est très agréable. On sent effectivement qu'il y a une bonne alchimie entre vous. Quand on parlait en off, on sentait qu'il y avait une bonne humeur générale. Simon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, en envie ou quelque chose que j'ai oublié? Pas du tout. Non, je sais pas. Non, c'était trop bien de bosser sur ce jeu. Et le jeu est super cool. J'adore y jouer. Il faut dire la vérité. Moi, je peux le dire sans langue de bois parce que c'est pas moi qui l'ai créé. Il est trop bien. C'est voilà. Moi, je suis fan. il peut dire la vérité. Simon, c'est le seul ici qui peut dire la vérité. Mais voilà. aux gens. Non, mais ce qui m'a impressionné. Ce qui m'a impressionné pour le vivre de l'intérieur, c'est que moi je suis les jeux de catch-up depuis presque le début. Je trouve qu'à chaque fois leurs jeux ils sont super bien foutus. Enfin c'est vraiment il y a énormément de boulot. Mais je m'en suis rendu compte de l'intérieur, quoi, vu de l'intérieur, de l'autre côté du miroir. Ils ont bossé comme des malades jusqu'à la dernière seconde. Surtout, quoi, vraiment, il y avait un souci du détail, moi, qui m'a impressionné. Et j'espère leur avoir rendu justice à fond. Oh mais oui. Ah, vous êtes gentil. Théo, est-ce qu'on a tout dit pour toi? Est-ce qu'il y a un truc que tu veux rajouter, une anecdote ou n'importe quoi? Non, ça me paraît pas mal. On a eu le droit à une preuve d'amour éditorial, ce qui est pas souvent en direct, en la présence de Seb qui dit « Je pense que vraiment tout était très fluide ». Et attention, ça c'est de l'amour d'éditeur. Retenez-le, quand ça arrive, c'est beau. Non, il y a un vrai truc, je pense que les gens l'auront remarqué dans notre manière d'échanger, où c'est un projet qui est quand même assez particulier dans la manière dont il s'est déroulé et dans effectivement cette amitié qui est née un peu entre nous tous, qui a grandi ou qui est née au travers de ce projet. Et ce qui fait que c'est un projet qui est assez particulier. Quand je regarde un peu ce que j'ai fait, il a une place qui est pas la même que les autres. Ce qui fait aussi là on est au moment où le jeu est sorti depuis 2 semaines, mais on en parle pas mal. Nous et les gens font pas mal de retours, mais c'est un plaisir d'en parler. Donc si vous avez encore des questions après avoir lu le carnet d'illustrateurs de Simon, lu notre carnet d'auteur, lu quelques articles et écouté ce podcast, n'hésitez pas à nous envoyer, je vais pas m'engager pour les autres, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et ça sera un plaisir de discuter de The Loop avec vous. J'ai oublié une question, je viens de le voir. Seb, d'après toi, Théo, il a une carte préférée dans le jeu, un truc qui ressort spécifiquement ou pas? Je sais pas, ouais, je peux t'en citer à peu près 50. Private joke, parce qu'effectivement, vous l'avez forcément lu dans le carnet éditeur, ou allez le lire, mais apparemment, Théo aime toutes les cartes du jeu et à chaque fois qu'on en joue une, il dit « Ah, c'est ma carte préférée !» C'est marrant. C'est sa façon de vendre son proto aux éditeurs quand il leur présente. Il est animateur et dit « Oh, ça c'est ma carte préférée, regarde comme elle est forte, regarde comme elle est incroyable. » Oh, ce jeu est drôle. Mais cela dit, après le développement, je comprends mieux parce que c'est un jeu qui se prête un peu à ça, à avoir des cartes qui d'un coup, sur une partie, dans une circonstance, vont devenir la meilleure carte du monde. La carte qui fait le game changer. Ouais, c'est un peu ça, et c'est je pense une des forces de ce concept. Ok, bah écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Alors, moi, je vais vous présenter mes félicitations parce que je trouve l'aventure humaine à travers cette création qui est assez folle. Et encore une fois, on l'a dit, on l'a redit, l'humain c'est ultra important pour la bonne créativité et avoir cette impression de faire des choses bien et surtout de s'élever chacun les autres. Et clairement, comme comme vous l'avez tous dit, il y a une vraie aventure humaine entre vous qui est née et je trouve ça vraiment formidable. Donc bravo à vous tous. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur le net ou ailleurs si on veut vous contacter pour X ou Y raison? Quels sont les bails pour vous contacter, Max? Moi, le plus simple, c'est via Facebook. Seb? Ça peut être via notre Facebook, même si effectivement on a une messagerie dessus, parce que pour être sûr de ne pas passer à travers de messages, mais on essaye de lire quand même. Ça peut être aussi contact@catchupgames.com par mail, c'est possible aussi. Mais voilà, c'est les principaux biais, je pense. Simon? Moi je suis sur Facebook, sur Instagram, et puis sinon il y a mon site carusoillustration.com. Ok, parfait. Théo, je te demande quand même, mais où est-ce qu'on te retrouve, toi? Je suis assez connecté, donc vous pouvez me retrouver sur la plupart des réseaux sous le pseudo Théo_Sacha. Je suis plus actif sur Twitter que sur les autres, mais Instagram, je fais des lives aussi, généralement une fois par semaine, sur Twitch.
Et vous pouvez également me retrouver sur le Discord du vaisseau Hypersensas, qui est notre label pour 6388 et qui nous permet d'enregistrer encore une fois cette émission. J'y suis pratiquement tous les jours pour papoter de jeux de société et pas que, donc rejoignez-nous, on est bien. Exactement, c'est très bien dit. Bah écoutez, encore une fois, merci à tous. Vous qui nous écoutez, donc n'hésitez pas à vous procurer le jeu qui est vraiment fantastique. Vous l'aurez deviné, hein, on est tous très fans ici, en plus des créateurs qui le sont, c'est logique. N'hésitez pas à nous suivre suivre les gens qui ont parlé ici sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à les contacter parce que c'est plein d'amour tout ça qu'ils ont à vous donner sur plein de choses. On se retrouve dans 2 semaines pour la suite des aventures de 6388. Prenez soin de vous, kiffez bien, et voilà, ciao ciao. Au revoir. Au revoir. Les fous. Un petit rajout de dernière minute sur cet épisode. Restez branchés dans les jours à venir sur le Twitter de VHS, Théo et de moi, pour pouvoir profiter d'un concours qu'on va lancer. Catch Up Games va nous faire parvenir une boîte de The Loop qu'on va vous faire gagner avec un petit concours. Il y aura 2-3 questions dedans, donc comme ça vous pouvez répondre directement sur le Twitter et y participer. On fera un tirage au sort. Voilà, les détails plus tard. Ciao.